L'apostolat du père Alphonse. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Ma chère dame, il faut vous en faire une raison. Les pères ne sont pas fabriqués d'un bois différent de ceux des autres hommes. Un père, quand on songe qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu, la belle affaire, on voit que vous n'êtes pas en Afrique depuis très longtemps. C'est le premier prêtre indigne que vous voyez, mais ce n'est pas le dernier que vous rencontrerez. Cette conversation assez énigmatique, au premier abord, concernait l'attitude équivoque d'un jeune prêtre qui semblait entretenir, avec certaines de ses fidèles, des rapports très proches du célèbre précepte des évangiles. Aimez-vous les uns les autres. Le malheur est que ce jeune missionnaire, le père Alphonse, pour ne rien vous cacher, pratiquait l'amour du prochain d'une manière trop personnelle, suivant les dires de certains Européens de l'endroit. L'épouse vertueuse de l'agent territorial, nouvellement arrivé d'Europe, avait été vivement choquée par les manœuvres malhonnêtes que l'on prêtait, mais quelles autres distractions trouver au cœur de la brousse, à ce membre actif de l'Église catholique et romaine, appartenant à la mission toute proche. Pour cette dernière, les écarts de conduite des hommes sous ces cieux aphrodisiaques semblaient presque normaux, sinon inévitables. Mais qu'y avait-il de vrai dans tous ces ragots de femmes oisives? Le père Alphonse, membre de la congrégation des révérends pères de Chute, était arrivé en Afrique centrale 2 ans auparavant. Il avait mis le pied sur le sol africain à M+, après un horrible voyage en bateau au cours duquel il avait constamment souffert du mal de mer. Pourtant, le plus terrible avait encore été de supporter les histoires troubles qu'un vieux mécréant se plaisait à raconter en sa présence. Pour ce jeune prêtre de 29 ans, animé par le feu intérieur du dévouement et du sacrifice, l'épreuve de la mer avait donc été extrêmement douloureuse et avait laissé des empreintes indélébiles dans son âme innocente. La descente sur terre, sur ce sol brûlé par un soleil implacable, avait été pour lui comme la vision de la terre promise, telle qu'elle était apparue à Moïse, au-delà de la mer Rouge. Il eût volontiers embrassé tous les Noirs qu'il rencontrait dans cette ville portuaire, fermement décidé à ne plus remettre le pied sur le pont d'un bateau, dût-il laisser sur cette terre peu accueillante qui avait si subitement mis un terme à ses malaises. Après un passage rapide à la douane et une visite de courtoisie à certains confrères venus l'accueillir à la descente de la passerelle, il fut embarqué dans un train qui allait l'emmener à L+. Il eut tout le loisir d'admirer un paysage grandiose, de même que le pittoresque des populations indigènes, venues acclamer le convoi dans chacune des gares où la locomotive refaisait le plein d'eau et de combustible. Son regard se prenait à y caresser inconsciemment des silhouettes féminines assez sommairement vêtues. À la maison mère de L+, où il passa quelques semaines, le néophyte fut pris en charge par un vieux missionnaire à la barbe épaisse. Ce mentor, qui avait pour tâche de lui inculquer quelques-uns des grands principes qui allaient gouverner son apostolat futur, tenait de temps en temps des propos très proches de ceux du vieux païen du bateau. Le père Alphonse formait des vœux pour que ce mentor se taise et que Monseigneur l'envoie sans plus tarder convertir les brebis égarées. Après un nouveau voyage exténuant, mais marqué par peu d'incidents, notre jeune pêcheur d'âme arrive à son poste d'attache, une petite mission de modeste apparence, juchée sur un tronc de rocher, à quelque distance du fleuve, dans cette humble maison de Dieu, plantée un peu en retrait de la route, entre une minuscule agglomération de fonctionnaires européens, 3 couples ternes, une poignée de célibataires turbulents et un village de chasseurs indigènes, vivant plus de vols que de travaux réguliers, le jeune missionnaire se trouva tout de suite dans son élément, poussé par la soif de s'engager dans la voie tracée par ses illustres prédécesseurs, les saints François et les pères de. Le supérieur se chargea de tempérer cette belle exubérance juvénile, aidé par 2 autres prêtres d'âge respectable, avec lesquels il formait tout le staff évangélique d'une région 2 fois plus étendue qu'une province européenne. On mit le père Alphonse aux besognes les plus ingrates à l'économie de la communauté,
retardant le moment où il serait lâché dans la nature pour y semer la bonne parole. Lorsqu'il fut jugé apte, au bout de plusieurs mois, à affronter les indigènes dont il avait appris les rudiments du langage, fort différents des dialectes qu'on lui avait inculqués à dose massive dans la métropole, le père supérieur décida de le décharger de ses fonctions déshonorantes. Il lui montra sur une carte une zone qu'il aurait désormais à s'occuper, en empruntant un itinéraire compliqué qu'il ne parviendra à boucler qu'en plusieurs semaines. Il serait accompagné pour ce premier voyage par un vieux catéchiste originaire d'un village de la région. Le père Alphonse avait pour tâche, dans chaque centre rural qu'il visitait, de célébrer la messe et d'administrer les sacrements. Il aurait à soigner les malades et à trancher les palabres, le cas échéant. Ces deux dernières charges, qui n'avaient que des rapports très lointains avec le sacerdoce, le gênèrent considérablement, car elles le plaçaient en contact trop direct avec ces populations arriérées qui, dans leur intimité, agissaient devant le représentant de Dieu comme s'il avait été un homme ordinaire, lui qui n'était habitué à côtoyer la turpitude humaine que derrière les grilles anonymes d'un confessionnal. Son équilibre moral en fut profondément affecté, d'autant plus qu'il se trouvait seul, livré à lui-même, sans le secours et les conseils d'un autre prêtre, capable de dissiper en quelques mots ses pires appréhensions. Lorsque le jeune prêtre rentra de cette première tournée à la mission, ses collègues virent immédiatement qu'il avait changé. Il avait maigri, semblait inquiet, anxieux, perdu dans un rêve douloureux dont il ne s'évadait qu'avec peine. Il demanda à voir le supérieur en privé pour l'entretenir de choses graves. « Mon père, lui annonça-t-il tout de go, je vous réclame la faveur de reprendre mes fonctions à l'économat de la mission. »« L'économat, père Alphonse !» s'étonna le supérieur. « J'avais cru comprendre que vous ne vous y plaisiez pas. Vous sembliez tellement avide d'embrasser des tâches plus nobles. C'est tout au moins ce que j'avais cru comprendre. Et vous aviez raison, vénérable père. Depuis lors, hélas, j'ai eu le temps de me rendre compte que les nouvelles charges que vous m'aviez confiées étaient trop lourdes pour mes faibles moyens et que je risquerais même de nuire au service du Seigneur. »« Vous m'étonnez sincèrement, mon fils, » répliqua le vieux pasteur. « Puis-je savoir ce qui a provoqué chez vous ce dégoût pour votre sainte mission ?» Visiblement embarrassé, le père Alphonse hésitait à répondre. Puis, se jetant résolument à l'eau, il expliqua plein de honte. « Le contact avec les indigènes me trouble. Je ne sais si vous me comprenez, mais je suis contraint de voir des choses qui risquent à la longue de compromettre la santé de mon âme et la sérénité de mon sacerdoce. » « Oh là, père Alphonse, qu'avez-vous donc vu de si terrifiant ?» Et, esquissant un demi-sourire, tout en caressant sa longue barbe, le supérieur questionna finement « Ne serait-ce point les femmes, par hasard, qui vous auraient troublé à ce point ?» Rougissant violemment, le jeune prêtre baissa la tête et, précisément, c'est cela qui me fait du tort. Elle se promène devant moi, sans pudeur, les seins nus, vénérable père. Devant ce pitoyable cri de désarroi, le supérieur éclata d'un rire tonitruant qui lui secouait la bedaine par saccades, mettant en danger les boutons de sa soutane, tendus à craquer sur un embonpoint qui ne devait rien au jeûne ou à l'abstinence. Le jeune prêtre le regardait ahuri, se demandant avec inquiétude ce qu'il y avait de si plaisant dans son aveu. Lorsque le supérieur eut retrouvé son calme, essuyant les larmes de joie qui avaient énormément coulé au coin de ses yeux, il s'adressa à son adjoint, quoique avec une note de sévérité dans la voix. « Père Alphonse, ne vous préoccupez donc pas de ces petites choses naturelles. Vous êtes adulte, il me semble. Les femmes vous montrent leurs seins, la belle affaire. Quand bien même elles vous feraient voir leur derrière, vous n'en mourrez pas. N'oubliez pas que ce sont encore des sauvages avec leurs coutumes, leur climat. Tout cela fait que ces femmes sont encore très près de la nature. N'y voyons pas le mal, mais adorons plutôt en elles les beautés terrestres que le Tout-Puissant a créées. » Après cette mise en demeure, le père Alphonse reprit ses tournées en brousse, restant éloigné pendant de longues semaines de ses collègues.
En rentrant de ce second périple, il revint trouver le supérieur à qui il fit part une nouvelle fois de ses difficultés. « Révérend père, avoua-t-il sans détour, je vous conjure de me rendre mon économa, sinon je ne réponds plus de rien. » Tout beau, mon fils, quelle surprenante découverte avez-vous encore faite? Serait-ce encore par hasard cette question des seins nus qui vous trouble? Ah, s'il ne s'agissait encore que de les regarder, mon père. Mais à présent, je les touche. Sapristi, vous m'en direz tant. Comment en êtes-vous arrivé là, mon pauvre enfant? Les malades, mon père. Tout vient des malades que je suis appelé à visiter pour les réconforter. Quand ce sont des femmes, jeunes de préférence, mes doigts s'égarent sans que je puisse les contrôler. Le supérieur pensif se mit à tirailler la barbe avec application, puis avant de prendre une décision, s'informa avec prudence. « Entre nous, père Alphonse, prenez-vous du plaisir à ces attouchements? Répondez-moi franchement. »« Pensez-vous » s'écria le malheureux. « Au contraire, je lutte de toutes mes forces pour ne pas songer à ce que accomplissent mes mains. » « Alors, tout est en ordre, mon fils. Poursuivez votre combat comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Priez et essayez de ne plus pécher. En vous éloignant de la tentation, je vous rendrai un très mauvais service. Il faut affronter le danger et puiser dans la grâce pour avoir la force de vaincre. Allez, mon très cher fils, ayez confiance en la divine providence. » Le père Alphonse retourna à son ministère ainsi qu'on le lui avait ordonné. Lorsqu'il revint de cette troisième tournée, 1 mois plus tard, il ne s'empressa plus de solliciter une audience auprès du Père supérieur. Il avait les traits reposés, l'air plus confiant. Il semblait avoir acquis une assurance qui faisait de lui un autre homme. C'est le supérieur lui-même qui le fit appeler dans sa cellule pour lui faire part de sa décision de lui rendre son ancien poste à l'économa. Stupéfait de cette volte-face inattendue, le père Alphonse protesta énergiquement, signe d'un désarroi profond. « Père supérieur, je n'ai rien demandé. Jusqu'à présent, j'ai suivi scrupuleusement vos instructions et je me suis fait aux difficultés de mes obligations auprès des indigènes. » « Obéissez, père Alphonse, » ordonna le vieux missionnaire. « Vous avez montré que vous pouvez vous plier aux devoirs imposés par les circonstances. Aujourd'hui, je consens à vous reprendre à l'économie. Ce sera là votre récompense. » Le père Alphonse reprit ses fonctions primitives, mais avec un manque d'enthousiasme tellement évident que personne ne se douta plus qu'il se fût passé quelque chose de très important au cours de ses récentes tâches dans les villages indigènes. À plusieurs reprises, ses compagnons crurent remarquer qu'il sortait la nuit pour ne regagner sa chambre que peu avant les premières lueurs de l'aube. C'est à partir de ce moment que les rumeurs commencèrent à circuler avec de plus en plus d'insistance, encouragées, faut-il le souligner, par certaines âmes charitables. Madame Delbecq, l'épouse de l'agent territorial, qui avait cru déceler depuis longtemps certaines failles dans le comportement de ce jeune prêtre, était une des plus acharnées à calomnier le père Alphonse. Bientôt, d'autres pieuses personnes, à moins qu'il n'y eût là-dessus que de mesquines manifestations de jalousie, se mirent à colporter des nouvelles inquiétantes. Vous savez, cette fille qui est venue s'installer dans le village le mois dernier, il paraît que c'est la petite fille d'un chef coutumier. Elle attendrait un enfant pour très bientôt. Certains pères que nous connaissons ne seraient pas étrangers à l'état de cette femme. À qui peut-on encore faire confiance de nos jours, je vous le demande. Les semaines passèrent et la femme accoucha un beau jour d'un enfant mulâtre, métis. Le père n'en pouvant être assurément que ce jeune missionnaire que la méchanceté publique désignait ouvertement. Ce fut un beau scandale que les cheutistes de l'endroit tentèrent d'étouffer, invitant les méchants de commère à modérer leurs propos, afin de ne pas porter de coup fatal au prestige de l'Église. Les cancans n'en eurent pas les ailes coupées pour autant. Le travail de sape se poursuivit. J'ai vu l'enfant hier. C'est bien un mulâtre, avec les yeux bleus de son père. L'enfant d'un prêtre, est-ce bien convenable? Et avec une femme de cette sorte, s'il vous plaît, mais pas ça. Si encore c'était une blanche, on pourrait comprendre. Ah, la religion est tombée bien bas.
Il devenait indispensable que le père Alphonse disparaisse. Son départ fut arrangé pendant la nuit. Il partait en exil dans une province éloignée où personne ne connaîtrait ses antécédents. On l'invita à y faire pénitence et à méditer sérieusement sur les faiblesses de la chair et la noblesse du célibat. Quant à la jeune mère, elle quitte discrètement le village presque à la même époque, avec son enfant dont elle ne voulait se séparer à aucun prix, bien que les œuvres missionnaires se fussent déclarées prêtes à assurer l'avenir de cette malheureuse créature. Le calme revint ainsi dans ce modeste district ecclésiastique. Cela n'empêcha pas les bonnes langues de se rappeler en maintes occasions, avec des airs appuyés et des mines de conspirateurs, l'affaire du père Alphonse. La religion ne s'en porta pas plus mal. Quant au héros de ce drame, il devait, quelques mois plus tard, jeter sa soutane aux orties et mettre ses talents au profit de l'enseignement. Il ne tarda pas à se marier avec la mère de son enfant, croyez-vous? Pas du tout. Il alla dénicher une ancienne religieuse autochtone. Assurément, il était accro à la femme noire, avec qui il forma un excellent ménage. Ceci prouve en tout cas que toutes les histoires n'aboutissent pas toujours à la conclusion logique. Toujours est-il que tout est bien qui finit bien.